Dans cette vidéo, vous allez découvrir la plupart des bateaux que l'on peut voir dans le monde. Presque tous les bateaux que vous avez déjà vus dans votre vie sont fabriqués en bois, ou au moins reposent sur une base en bois. Mais celui-ci est différent. Vous allez voir un bateau conçu à partir de matériaux étranges, avec une apparence totalement différente de celle de n'importe quel autre bateau. Il donne l'impression d'un engin spatial ou d'une soucoupe volante suspendue dans les airs. Ce jeune homme est vietnamien, il s'appelle Tanashi. Depuis toujours, il rêvait d'avoir son propre bateau et il avait énormément d'idées en tête pour le concevoir. Finalement, il a décidé de le fabriquer sous la forme d'une soucoupe volante, quelque chose qui ressemble aux vaisseaux spatiaux des films de science-fiction, et tout cela avec des équipements très simples. Allez, regardons ensemble comment il va réussir à construire ce bateau de science-fiction. La première étape a été de prendre les mesures de son bateau, des mesures qui doivent être d'une très grande précision. Bien sûr, son bateau sera conçu sous la forme d'un disque circulaire et non de manière allongée, comme les bateaux traditionnels. Le dessin qu'il a réalisé représente donc la conception de base sur laquelle reposera l'ensemble du bateau. Il ne va pas seulement fabriquer un bateau futuriste, il va aussi récupérer des matériaux anciens et les réutiliser, ce qui constituera pour lui un défi important et difficile. La première chose qu'il a faite a été de prendre un vieux tuyau, d'y fixer un écrou, puis d'ajouter une autre pièce métallique qu'il a également bloquée avec un écrou. Il a ensuite soudé l'ensemble pour que toutes les pièces ne forment plus qu'un seul bloc. Après cela, il a inséré un tuyau plus large autour du premier et les a soudés ensemble avant de les fixer et de les souder à une vieille jante de voiture. Il s'agit de la partie métallique sur laquelle sont montés les pneus des voitures. Après avoir tout soudé, il a placé cet ensemble au centre du bateau afin qu'il serve d'axe principal sur lequel toute la structure sera construite. Il possède une vieille machine rudimentaire, il a donc pris les barres de fer qu'il allait utiliser et les a installées dans cette machine pour leur donner une légère courbure, ce qui lui permettrait de les exploiter correctement. Ensuite, il les a prises, mesurées par rapport à la colonne centrale du bateau déjà en place, puis les a disposées au sol. Bien sûr, chaque barre prise séparément n'a aucune utilité, mais après les avoir coupées, alignées côte à côte, leur avoir donné une forme précise et les avoir solidement soudées, leur apparence a complètement changé. Par la suite, il a éliminé tous les excédents à l'aide de la meuleuse. Une fois la première pièce du bateau terminée, il l'a posée sur une plaque de mousse, a découpé celle-ci exactement à ses dimensions, puis il y a collé. Ensuite, il l'a retiré, l'installé sur l'axe central et l'a testé. Tout fonctionnait parfaitement sans aucun problème. Cette pièce a été fabriquée spécialement pour servir à compresser et tasser correctement la terre qu'il allait utiliser. Il a alors apporté une très grande quantité de terre et l'a entièrement déversée au centre. Après cela, il a commencé à faire tourner l'outil qu'il avait fabriqué. À chaque rotation, celui-ci comprimait la terre vers le bas, ce qui la tassait progressivement et lui permettait de bien se maintenir jusqu'à ce qu'elle prenne la forme du bateau qu'il souhaitait obtenir. Bien sûr, à ce stade, vous vous demandez à quoi sert cette terre et pour quelles raisons il l'utilise. Tout simplement parce qu'il veut fabriquer le moule sur lequel il va façonner l'ensemble de l'idée de son bateau. Vous allez donc voir maintenant comment ce moule est réalisé à partir de cette terre. Après avoir continué à compresser la terre pendant très longtemps, jusqu'à obtenir exactement la forme qu'il désirait, celle-ci est devenue dure, lisse et prête pour l'étape suivante. Il a alors pris du sable, du ciment et du gravier, les a bien mélangés ensemble, puis les a disposés de cette manière. Ensuite, il a ajouté de l'eau et a tout malaxé soigneusement. Il a mis le mélange dans un récipient, puis l'a versé sur la couche de terre qu'il avait préparée. Cela ressemble à une coulée de béton, mais en plus léger et plus fin, afin d'être facile à façonner. C'est tout simplement ce qu'on appelle le mortier. Il a commencé à l'appliquer progressivement, couche après couche, avec l'aide d'une autre personne qui l'assistait en déplaçant l'outil et en étalant le mélange qu'il versait, de manière à ce que toute la surface soit recouverte d'une couche uniforme, sans laisser aucun vide. Les zones qui n'avaient pas été correctement couvertes par le mélange ont été complétées à la main avec soin, puis ils sont repassés avec cet outil afin d'obtenir une surface propre et bien régulière. Ensuite, il a nettoyé cet appareil car les deux dernières rotations sont celles qui permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse et précise sans aucune imperfection. Une fois sèche, la surface était vraiment impressionnante, très lisse, sans aucune aspérité ni défaut. Mais ils ne se sont pas arrêtés là.
Ils ont apporté de l'eau et du papier abrasif, puis ont commencé à poncer l'ensemble afin de s'assurer que chaque centimètre soit parfaitement poli et extrêmement lisse. Une fois prête, ils l'ont recouverte d'une couche de gel de couleur violette, destinée à créer une surface lisse sur laquelle la fibre de verre pourra adhérer tout en empêchant la formation de bulles ou de vides. Après cela, ils ont commencé à poser une couche de fibre de verre, une matière blanche qui ressemble au coton. Ce matériau est semblable à un tissu épais et rugueux, mais il est extrêmement résistant. Après que le gel appliqué sur la surface ait été bien absorbé, celle-ci devient plus rigide et plus résistante. Avant que le moule ne sèche complètement, il a commencé à fabriquer le support qui servira à le porter. Ils ont pris une tôle métallique, l'ont placée dans une machine qui la fait tourner et la plie jusqu'à ce qu'elle prenne la forme souhaitée. Ces tiges, devenues en forme d'arc, ont ensuite été soudées entre elles avec une grande précision afin que la structure soit solide et capable de supporter le corps du bateau. Par la suite, ils ont soudé des montants verticaux sur cette structure, puis ont installé, au-dessus, une seconde couronne circulaire qu'ils ont solidement soudée à chaque montant. C'est ainsi qu'ils ont obtenu le support recherché. Ensuite, ils l'ont posé sur le moule et ont commencé à placer, dans les espaces entre les montants, des morceaux de fèbre de verre. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont appliqué une autre couche de gel par-dessus afin de coller la base au corps du bateau, exactement comme une colle. Dans une autre étape, ils ont découpé des morceaux de fibre de verre et les ont enduits d'un produit qui les rend très solides et rigides. Une fois secs, ils les ont retirés, ont coupé les excédents avec des ciseaux, puis les ont répartis sur l'ensemble du moule afin que le poids soit réparti de manière équilibrée et que toute la structure soit plus résistante et plus stable. Ensuite, ils ont ajouté une nouvelle couche de fibre de verre par-dessus et l'ont recouverte de gel. Une fois le moule prêt, il a commencé à retirer la couche de ciment lentement et avec beaucoup de précaution afin de faire apparaître la forme finale qui sera utilisée. Celle-ci avait encore besoin de quelques dernières retouches avant d'être totalement prête. C'était alors la première moitié, en quelque sorte, de la soucoupe volante qu'ils étaient en train de fabriquer. Il y avait des excédents qu'ils ont retirés ici, puis ils ont poncé la surface afin qu'elle devienne lisse et brillante. Ensuite, ils l'ont pulvérisé avec du Michael Gloss, un type de peinture brillante appliquée pour permettre au corps du bateau de se détacher facilement du moule sans l'endommager du tout. À ce stade, il a commencé à découper les emplacements des fenêtres et des portes exactement aux dimensions qu'il souhaitait. Il a collé leurs contours avec un ruban adhésif noir afin qu'ils soient bien lisses, et il s'est assuré que chaque élément corresponde parfaitement au design figurant sur son plan. Il a commencé à les ajuster à leur place et à les fixer avec des vis. Une fois les vitrages installés, ces ouvertures donnent à la soucoupe volante son apparence et sa silhouette caractéristique que tout le monde reconnaît. Après avoir fixé les ouvertures, il a commencé à appliquer une couche de plâtre de manière uniforme sur toute la surface afin de créer une base lisse prête à renforcer ensuite le bateau. Par-dessus le plâtre, ils ont également ajouté des couches de fibres de verre, ce qui rend le corps du bateau solide, résistant aux conditions climatiques et empêche totalement les infiltrations d'eau. Une fois la conception de la première moitié du bateau terminée, ils l'ont retirée et l'ont placée au soleil afin qu'elle sèche correctement. En suivant exactement la même méthode utilisée pour la première moitié, ils ont ensuite fabriqué la seconde moitié de la soucoupe volante. Cette partie comportait moins d'ouvertures que la première. Ils l'ont donc enduite de plâtre et recouverte de fibres de verre, exactement de la même manière que pour la première. Dans l'ouverture centrale, il a installé une pièce qu'il avait fabriquée spécialement pour qu'elle s'adapte parfaitement à son bateau. Il l'a fixée avec un gros boulon, mais il y avait des ouvertures de chaque côté de cette zone, car l'ouverture elle-même était étroite, tandis que la pièce était plus longue. Malheureusement, cela a créé des espaces, mais il les a soigneusement comblés et collés solidement avec de la résine. Et ce n'est pas tout. Il a également appliqué de la fibre de verre et l'a collée tout autour de l'ouverture afin de s'assurer qu'elle soit parfaitement bien fixée. Il a ensuite retourné la moitié du bateau de l'autre côté et en a retiré une partie. Une fois le corps du bateau terminé, il a installé le vilebrequin,
qui est une pièce provenant d'un moteur de voiture et qui est responsable de la transformation du mouvement alternatif, de haut en bas, en un mouvement de rotation. Après cela, il a pris des morceaux de bois, les a percés, puis a inséré dans chaque trou une vis avec son écrou, ainsi que 2 pièces en plastique qu'il a également bloquées avec un écrou. Il a ensuite assemblé l'ensemble et l'a monté sur le vilebrequin. Puis, il a recouvert le conduit de la pompe et protégé toute la zone avec de la fibre de verre qu'il a enduite d'une matière adhésive agissant exactement comme de la colle afin de la rendre bien stable. Ce qui le rassure le plus dans ce projet, c'est qu'il réalise chaque étape de ses propres mains, ce qui lui garantit que tout est fait correctement. Après avoir fixé le moteur, il a retourné le bateau et a ouvert une ouverture exactement au centre. Puis, il a commencé à la poncer à l'aide d'une machine pour la rendre extrêmement lisse. Ensuite, il a peint le corps du bateau avec une peinture noire, semblable à un produit d'isolation qui le protège de l'eau et prolonge sa durée de vie. Et maintenant arrive l'un des moments les plus importants, l'assemblage des 2 moitiés du bateau ensemble. Après avoir réalisé cette étape très importante, il a commencé à retirer toutes les fenêtres et les portes qu'il avait laissées en place auparavant. Chaque ouverture comportait beaucoup d'excédents, qu'il a donc entièrement éliminés, puis il les a poncés afin que la forme soit propre, précise et bien finie. Ils ont également continué à poncer et à polir le reste du corps du bateau jusqu'à ce que la coque et les ouvertures soient parfaitement lisses, sans aucun bord rugueux ni défaut. La stabilité de ce bateau repose sur le fait que la structure soit fabriquée avec une très grande précision, que le poids soit correctement réparti et que la flottabilité soit bien étudiée, afin que le bateau puisse flotter de manière stable sans risquer de se renverser. Il est alors passé à l'installation du moteur du bateau. Celui-ci aspire l'eau depuis le dessous de l'embarcation à travers une ouverture d'admission, puis utilise une hélice très puissante pour accélérer l'eau. C'est ce système qui permet de propulser le bateau vers l'avant. Il a découpé une ouverture dans le corps de la coque, l'a poncée, puis, une fois bien ajusté, il y a installé le tuyau du moteur. Ce tuyau a été fixé de l'intérieur à l'aide d'un conduit passant à l'intérieur même du bateau, puis solidement serré avec un boulon et un écrou. À côté de cette ouverture, il y en avait 2 autres. Dans l'ouverture étroite, il a installé un petit tuyau qu'il a relié de l'intérieur avec un câble bleu. De ce conduit est sortie une tige métallique qu'il a ensuite reliée à la grande ouverture. Après cela, il a connecté les câbles au volant et au poste de pilotage du capitaine, c'est-à-dire du conducteur lui-même, créant ainsi une station de contrôle à la fois confortable et pratique. Il est ensuite revenu vers le moteur, l'a recouvert et a appliqué par-dessus de la fibre de verre afin de bien le fixer. Pour finir, il a commencé à peindre l'intérieur du bateau avec une peinture marron, tandis que l'extérieur a été entièrement recouvert d'une peinture grise sur toutes les surfaces. Le bateau a désormais une apparence très élégante, et ce n'est pas simplement une peinture ordinaire, c'est aussi une couche de protection conçue pour résister aux conditions climatiques et à l'eau de mer salée. Il est maintenant temps pour lui de fabriquer la porte du bateau. La porte qu'il va réaliser est différente de toutes les autres portes de bateau, et il est presque impossible que vous ayez déjà vu un bateau avec un tel design auparavant. Il va concevoir une porte utilisant des technologies modernes qui s'ouvrira à distance. La première chose qu'il a faite a été de la façonner sur le moule d'origine, afin de s'assurer que ses courbures correspondent parfaitement à la forme extérieure du corps de la soucoupe volante. Il l'a fixée avec de la fibre de verre, en la collant sur toute la surface, puis a renforcé la fixation à l'aide de vis. Une fois sèche, il a retiré l'ensemble et dévissé les vis. Après avoir retiré la porte du moule, il l'a découpée en 2 à l'aide d'une meuleuse, puis a éliminé tous les excédents présents sur les bords. Il a ensuite poncé soigneusement ses bords afin qu'ils soient parfaitement lisses. Il a ensuite remis les 2 parties à leur emplacement sur le corps du bateau. Il est alors passé à l'étape suivante, qui consiste à fabriquer les charnières qui permettront à la porte de s'ouvrir et de se fermer en douceur, sans aucune friction. Ces charnières ne sont pas seulement conçues pour donner de la solidité à la porte, mais aussi pour apporter un aspect très chic et élégant au bateau. Après avoir percé la pièce métallique destinée aux charnières exactement aux dimensions des vis, il l'a coupée en 2 parties, une longue et une très petite. Son intention est d'installer de petits moteurs à l'intérieur des charnières afin que la porte s'ouvre automatiquement toute seule. De plus, il conçoit chaque charnière de manière à ce qu'elle soit suffisamment robuste pour supporter des ouvertures et des fermetures répétées sans se desserrer ni se déformer avec le temps.
Il fait cela en intégrant des charnières capables de s'ouvrir et de se fermer à distance à l'aide d'une télécommande. Cet homme est vraiment impressionnant dans sa capacité à combiner la mécanique et l'électronique avancée et à les utiliser ensemble pour un seul et même objectif. Après avoir fabriqué ces charnières, il a découpé une ligne au milieu à l'aide d'une scie, puis a plié une petite partie et les a testées soigneusement sur la porte. Ensuite, il a poncé la porte pour la rendre parfaitement lisse, puis l'a peinte avec une bombe de peinture grise propre, ce qui lui donne un aspect très moderne et agréable à l'œil. Ici, il combine le ponçage et la peinture de manière professionnelle afin de garantir une grande solidité, une couche de peinture uniforme et une finition finale vraiment spectaculaire. Il a également habillé l'intérieur de la porte avec un revêtement afin de protéger la surface des rayures et des chocs lors d'une utilisation répétée. Bien sûr, il mesure les dimensions de la porte avec une très grande précision avant de découper ce revêtement, afin qu'il s'adapte parfaitement au bord de la porte et qu'il soit exactement à la bonne taille, sans aucun espace vide ni partie mal ajustée. Ensuite, il a ouvert une petite ouverture dans le revêtement et y a appliqué une colle extrêmement résistante, car cet endroit sera ensuite fixé aux charnières. À présent, il prépare les petits moteurs qu'il va installer dans les charnières afin de fournir la force mécanique nécessaire à l'ouverture et à la fermeture des portes, lesquelles seront commandées à distance à l'aide d'une télécommande. Ces circuits électroniques sont conçus pour contrôler la direction, la vitesse et le timing des moteurs, afin que le mouvement des portes soit fluide et fiable. Actuellement, il travaille sur la base du petit moteur qu'il conçoit lui-même. Après avoir percé 3 trous, il a découpé la pièce à la scie et l'a retirée de la partie métallique d'origine. Grâce aux ouvertures qu'il a pratiquées, il l'a fixée sur le moteur à l'aide de vis, puis y a raccordé une tige métallique qui reliera le moteur aux charnières de la porte. Il a testé le système avec la télécommande à distance. Malheureusement, il a rencontré un problème complexe. Étant le premier à réaliser cette idée, il n'avait aucune référence ni solution existante. Mais il a su identifier exactement où se situait le problème. Il a alors installé un petit ressort sur le moteur et a même remplacé le système de verrouillage. Mais ce n'est pas tout. Il a ajouté un écrou, un filet hélicoïdal et des vis des 2 côtés. Résultat, le mouvement est devenu beaucoup plus rapide et puissant. Ensuite, il a fixé les charnières directement sur la coque du bateau et testé le système. Le résultat était impressionnant. C'est ainsi le premier bateau au monde doté de portes s'ouvrant à distance. À présent, il installe un revêtement à l'intérieur du bateau qui sert d'isolant acoustique et rend également l'intérieur étanche. Comme pour le reste du bateau, les fenêtres et les ouvertures ne seront pas ordinaires non plus. Elles sont conçues pour être parfaitement adaptées et fonctionnelles. Il va installer autour de ces ouvertures un éclairage LED, ce qui fera briller les fenêtres comme si elles provenaient d'un autre monde. Il les colle soigneusement dans les ouvertures et varie les couleurs pour que le rendu soit encore plus beau et harmonieux. Il a également équipé la porte de cet éclairage, ce qui transformera l'ensemble du bateau en une sorte de joyau flottant sur l'eau. Le résultat final sera vraiment spectaculaire. Ensuite, il installe l'ordinateur et le tableau de bord sur le bateau, en veillant à ce que chaque câble soit correctement connecté afin d'éviter toute erreur. Une fois cette étape terminée, il remonte tous les interrupteurs et contrôles, ce qui est crucial pour s'assurer qu'aucun problème caché n'apparaisse lorsque le bateau touchera l'eau. Après avoir vérifié tout le travail extérieur, il teste tous les interrupteurs depuis l'intérieur et constate qu'ils fonctionnent parfaitement. Il effectue ensuite quelques dernières finitions avant que le bateau ne soit complètement prêt. La première consiste à installer le réservoir de carburant, fixé avec beaucoup de soin pour garantir qu'il ne bouge pas pendant le trajet. Il relie ensuite le moteur à plusieurs durites, chacune étant solidement serrée avec ses colliers afin d'éviter toute fuite et d'assurer une alimentation en carburant optimale pour un moteur performant. Enfin, il effectue quelques ajustements mineurs sur le moteur pour que tout fonctionne parfaitement. Il passe ensuite à la fabrication de la pédale de contrôle pour le conducteur du bateau, qui permettra d'augmenter ou de diminuer la vitesse à volonté. Et cette partie du bateau n'avait pas encore été doublée, alors il s'est occupé de la finition lui-même. Bien sûr, les ouvertures qu'il avait prévues dans la coque ne resteraient pas telles quelles, elles devaient être bien fermées. Il a donc choisi une tôle en acrylique moulé pour offrir une surface solide et s'assurer que chaque ouverture soit parfaitement scellée, afin qu'aucune eau ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau.
Il a également collé un joint tout autour de la ligne de flottaison, ce qui contribue à empêcher toute infiltration d'eau. Il a installé des panneaux solaires à certains endroits, remplaçant certaines fenêtres. Cela permet à la batterie de se recharger les jours ensoleillés. Ces panneaux sont régulièrement testés et fournissent une source d'énergie stable sans aucun coût. Ils ont été fixés dans des ouvertures prévues sur le bateau. Ensuite, il a retiré le revêtement protecteur des panneaux acryliques qui avait un rendu vraiment spectaculaire. Le bateau en forme de soucoupe volante est maintenant terminé et prêt pour sa première mise à l'eau. Personnellement, je suis très enthousiaste à l'idée de cette expérience. Il l'a transporté vers le plan d'eau le plus proche, a ouvert les portes à distance, est monté à l'intérieur, a refermé les portes facilement, puis a ajusté son siège pour être parfaitement installé. Enfin, il a lancé le bateau sur l'eau. Dans l'eau, le bateau a une allure incroyable. On a l'impression qu'il n'est pas réel, comme sorti d'un rêve. Il glisse sur l'eau comme une véritable soucoupe volante et son design spectaculaire est encore plus impressionnant. Une idée folle, un défi relevé avec brio, et ce bateau futuriste est désormais une réalité. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ce bateau vous a plu ou pas ? Au revoir.